Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le module des compétences numériques et de la force de travail 4.0. Commençons. La nouvelle normalité du travail. Les individus ne sont pas votre atout numéro un. Ils ne sont pas les actifs de l'entreprise. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les louer. Ils sont votre différenciateur numéro un sur le marché mondial, selon l'Association pour l'excellence manufacturière aux États-Unis. Il faut vraiment comprendre que ces gens-là sont notre force de frappe et qu'on peut les amener à devenir meilleurs et à devenir plus performants à l'aide d'une augmentation de leurs compétences de travail. Avec la nouvelle normalité qui est venue après la COVID, les travailleurs ont réalisé que l'équilibre travail et familial est très important et ça a généré des nouvelles contraintes qu'il faut gérer et qui ont été possibles grâce au mode de travail numérique que nous vivons en ce moment. Qui n'a pas vécu la nouvelle réalité Zoom où les réunions ne sont plus en personne ou sont beaucoup moins en personne et comment faire pour s'adapter à certaines de ces nouvelles réalités? La clé du succès pour les compétences numériques est vraiment en trois phases. La première est de comprendre quelles compétences nous avons aujourd'hui, quelles compétences nous aurons besoin demain et quel est le développement de stratégie pour combler le déficit entre les compétences d'aujourd'hui et ceux qui sont nécessaires demain. Alors, on va aborder le premier sujet, soit la nouvelle normalité du travail. Après la pandémie, après avoir travaillé avec l'utilisation des outils numériques qui nous permettent de travailler à distance, de nombreux employés souhaitent continuer ce mode de travail. Le trois quarts, ou près du trois quarts des employés de bureau dans le monde déclarent vouloir continuer à travailler à domicile. On voit dans certains articles que la productivité en télétravail est aussi élevée que la productivité en bureau. Les gens aiment la flexibilité et ils ne sont pas à blâmer. Qui ne peut pas apprécier, réduire la quantité de déplacements qu'on a besoin de faire dans une journée? Qui n'apprécie pas pouvoir avoir une heure de dîner à la maison? Qui n'apprécie pas la flexibilité que ça nous donne de vivre notre vie régulière en plus d'être aussi performant au travail? Pourtant, ce n'est pas tous les emplois qui sont compatibles avec cette réalité. Plus de la moitié des emplois sont compatibles avec la réalité numérique du télétravail, mais près de la moitié ne le sont pas. Alors, comment faire pour concilier télétravail et les exigences d'aujourd'hui? Mais il faut trouver des nouvelles stratégies et comprendre quelles aptitudes les gens doivent développer pour être capables d'être aussi productifs avec les outils numériques qu'en mode bureau, en même temps de s'assurer que les gens ont la flexibilité et apprécient les avantages, lorsque c'est possible, du télétravail. Ceci peut aider à la rétention des employés, l'acquisition de nouveaux talents et même augmenter la productivité globale de l'entreprise. Ça demande aussi un certain changement au niveau des compétences de leadership. Plusieurs employés ont bénéficié d'une liberté par rapport à la microgestion, par rapport à la scrutinisation de leur travail. Ils doivent admettre, aimer beaucoup cette libération de la microgestion de leur supérieur direct. Pour pallier à ceci, Drucker dit que le leadership doit diriger et non gérer l'employé du savoir. Ça veut dire fournir une direction établie par la vision, créer un environnement de travail qui est positif dans la mesure du possible et établir la confiance entre l'employé et le gestionnaire pour s'assurer que le travail continue d'être fait comme il serait fait en bureau. Ça permet de libérer du temps de l'employé et de libérer le temps du gestionnaire et effectivement d'en accomplir plus et de devenir plus productif à la longue. L'idée ici, c'est vraiment de permettre à l'employé du savoir, un employé de bureau, de faire son travail au mieux de ses capacités et de s'assurer que l'organisation progresse de façon traçable vers leurs objectifs. Le leadership peut aussi planifier la progression organisationnelle de chaque employé et ça veut aussi dire que le leader doit planifier sa propre progression, sa propre augmentation de compétences pour s'assurer de bien faire face aux difficultés du monde qui évolue constamment dans lequel on vit aujourd'hui. Les sondages de 2019 démontrent que beaucoup d'organisations conviennent qu'elles ne sont pas préparées pour l'avenir du travail. En fait, c'est un faible pourcentage qui disent croire être préparés pour l'avenir du travail, surtout avec les changements qu'on vient de discuter. La moitié des firmes
déclarent ne pas avoir les compétences nécessaires pour piloter les performances futures, que ce soit des performances financières ou que ce soit des performances d'innovation. La plupart pensent que leurs compétences numériques ne sont pas à la hauteur. Près du tiers des compagnies pensent qu'ils ont une base de talent insuffisante pour conduire leur transformation numérique. Ça démontre qu'il y a encore un fort pourcentage d'entreprises qui ont de la difficulté à prendre le virage numérique et qui doivent trouver une façon de transformer leur entreprise et de transformer les compétences de leurs employés pour être capables de faire face à l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça prend comme qualité du leader? Ça prend plusieurs champs de compétences, mais une des premières est l'idée d'être capable de changer la façon de voir les choses et de défier le statu quo, d'être un rebelle par rapport à la façon dont l'organisation a toujours fait les choses. Ceci veut aussi dire d'être empathique envers les considérations des diverses parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, les employés ou la direction. On doit prendre les intérêts de tous en considération et trouver des façons de structurer le changement pour arriver au meilleur consensus possible dans les buts diversifiés de tous ces acteurs. Le point numéro 3, numéro 7 et numéro 9 sont assez liés. C'est l'idée que le leader doit être inspirant, un motivateur et en même temps être résilient aux difficultés, résilient face à l'inertie envers le changement de certaines parties et capable d'accepter que les choses ne vont pas toujours aller de son côté, d'en prendre une inspiration, une motivation et de s'alimenter, de carburer au défi. Les qualités 4, 5 et 10 sont assez liées dans la façon dont le leader doit voir la transformation numérique et doivent comprendre comment gérer la situation. Il faut être capable de regarder les arbres dans la forêt et de regarder la forêt en entier pour comprendre qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut arriver, comprendre comment on doit y arriver et d'être capable de définir et de suivre les projets qui sont nécessaires à une transformation numérique. Essentiellement, c'est de prendre la vision qu'on inspire dans les autres, la briser en stratégie et en processus qui vont nous permettre d'y arriver, comprendre la grande idée de la vision et d'être capable de distiller en petits projets ou en petits pas vers l'idéal pour être capable de faire avancer les choses. La dernière caractéristique qui est bien importante, c'est d'être capable d'utiliser les idées du design thinking et du Lean Enterprise System, d'être capable de prendre les idées de ces systèmes de gestion et d'être capable de les remettre en lien avec les activités qu'on veut inspirer notre firme à accomplir. Maintenant, il faut aussi s'ajuster à l'industrie 4.0 ou à la réalité des technologies d'aujourd'hui. Alors, il faut penser quelles sont les implications humaines de l'introduction des technologies 4.0 dans l'usine et dans le bureau. Il faut préparer l'industrie canadienne pour l'avenir. L'avenir de l'entreprise, c'est l'accélération constante du rythme des affaires. Il faut alors savoir bouger de plus en plus rapidement, innover et être agile dans chaque type de transaction, dans chaque sphère de notre entreprise. L'avenir de la main-d'œuvre est de plus en plus inclusive. Il faut faire face à des perspectives de plus en plus différentes et de plus en plus uniques, capables de les amalgamer, capables de les unifier vers la meilleure collaboration possible. Ceci demande un apprentissage du leader et un apprentissage de la main-d'œuvre qui est continu pour être capable de tirer profit de ces diverses perspectives, des diverses technologies et des différentes qualités de chacune des générations de travailleurs que nous avons à l'intérieur de nos organisations. L'avenir de la façon dont le travail est effectué, naturellement, on va parler d'une numérisation qui continue à accélérer, qui continue à prendre de l'importance. Il faut donc se préparer et obtenir de nouvelles compétences, obtenir de nouvelles attitudes par un apprentissage continu. Ça veut dire que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de créer des plans de formation et des plans d'augmentation de compétences pour la main-d'œuvre afin qu'ils puissent réaliser cet apprentissage continu. On aura de plus en plus de travail numérique à effectuer. Il faudra donc préparer les travailleurs en augmentant leur littératie numérique ou leur capacité à utiliser les outils numériques
afin de leur permettre d'augmenter leur travail, les dirigeants commencent à reconnaître le défi. Le concept de tout numériser devient une réalité avec les technologies d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'Internet des objets, d'apprentissage automatique, ainsi que les jumeaux numériques et beaucoup d'autres technologies avancées. On peut maintenant capturer de plus en plus de données, les analyser de plus en plus rapidement et être capable de travailler avec différents types d'informations qui, auparavant, n'étaient qu'un rêve. Alors, notre défi est de changer notre façon de penser, de former les gens et de travailler avec les données pour créer plus de valeur de ces données. Donc, de transformer les données en information et en apprentissage et d'être soutenu par une technologie de pointe là où ça en fait du sens. Beaucoup de progrès sont réalisés dans l'adoption de l'industrie 4.0, mais c'est encore un travail qui doit se continuer. À peu près la moitié aux 3/4 des compagnies ont des stratégies de gestion des impacts de l'industrie 4.0, ont des stratégies de gestion de la main-d'œuvre et de leurs compétences et ont des stratégies d'investissement par rapport à la technologie. Avant que ce soit possible de tirer profit des technologies, il faudra avoir des plans sur chacune de ces 4 priorités, soit la main-d'œuvre, la planification stratégique et les acquisitions, trouver des opportunités pour les nouvelles technologies à l'intérieur des offres de produits et services que nous avons présentement et que nous voulons développer, ainsi que de continuer l'innovation des produits et des services que nous offrons. Le manque de culture numérique et de formation est le défi numéro 1 identifié par l'organisation PricewaterhouseCoopers dans la transition vers l'industrie 4.0. La main-d'œuvre est de plus en plus complétée et remplacée par des outils automatisés, mais ce manque de culture et de formation freine l'adoption de ces nouvelles technologies car on ne peut pas tirer profit de ce qu'on ne comprend pas. Alors, comment faire pour s'assurer qu'on peut aider nos gens à comprendre pourquoi on utilise l'outil automatisé, comprendre comment tirer profit de ces outils automatisés et s'assurer qu'on transitionne de la façon la plus simple possible vers l'industrie 4.0. Toute transition vers l'industrie 4.0 sans préparation et sans adoption par la main-d'œuvre échouera. On ne peut pas diriger le navire seulement derrière la barre. Il faut aussi avoir toute l'équipe qui nous soutient pour mettre les voiles, pour aller chercher le vent que la technologie nous amène. Les changements dans l'industrie ont toujours eu un impact sur la main-d'œuvre, que ce soit du premier métier à tisser mécanique qui a libéré les gens des tâches ardues, du tissage, que ce soit la première chaîne de montage à la fin des années 1800 au début des années 1900 avec le système de production Ford, que ce soit le premier système de contrôle logique programmable développé à la fin des années 1960, il a toujours fallu que la main-d'œuvre gagne de plus en plus de compétences et ça a changé la façon dont on faisait affaire à chacun des niveaux du système. La 4e révolution industrielle fusionne les opérations physiques avec la technologie numérique pour créer des systèmes cyberphysiques connectés, holistiques. Les prochains changements qu'on s'attend à voir avec l'application de l'Internet des objets, par exemple, de l'intelligence artificielle ou d'autres technologies de pointe, vont augmenter le niveau de compétences qu'on s'attend des travailleurs, en plus d'augmenter la quantité d'informations qu'il faut gérer et d'augmenter la quantité d'équipements et de différents systèmes qu'un employé doit être capable de manipuler de façon simultanée. Alors, les travaux deviennent de plus en plus complexes, en plus de devenir de plus en plus rapides et de générer de plus en plus d'informations qui doivent être analysées par les travailleurs. On peut comprendre qu'avec le temps, ceci ne va que continuer à augmenter. Et ça va amener des changements qui sont similaires aux 3 premières révolutions industrielles. Ça va aussi créer des changements dont vos employés auront besoin de s'adapter et qui vont changer la nature des tâches qu'ils doivent effectuer. Changeant la nature des tâches qu'ils doivent effectuer veut aussi dire changer les compétences qu'ils auront besoin pour être capables de faire face à ces tâches de façon efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les employés? Certains de vos travailleurs prennent la retraite, vos employés étudiants
ont probablement travaillé avec des systèmes qui datent de l'industrie 2.0. Mais dans l'exemple qu'on donne ici, on parle d'une fraiseuse conventionnelle. Le machiniste contrôlait tout. Il contrôlait l'avance, il contrôlait le débit des fluides de coupe, il contrôlait les stratégies de coupe. Il avait besoin de tout planifier de A à Z. Il devait utiliser chacun de ses sens, soit l'ouïe pour entendre les vibrations, la vue pour voir comment les copeaux s'écoulaient, le toucher pour voir comment la machine vibrait et pour voir si tout était bien. Avec l'avenue de l'industrie 3.0, les gens ont appris à programmer les fraiseuses à commande numérique, soit les CNC. L'employé était toujours aux commandes, mais le machiniste avait maintenant un grand niveau d'aide de la machine à effectuer ses tâches et il était capable de les effectuer beaucoup plus rapidement. Et maintenant, quand on parle de l'industrie 4.0, on parle même des programmations qui peuvent être faites automatiquement, des capteurs qui vont valider la qualité des produits et de la découpe et des équipements automatisés qui chargent et qui déchargent l'équipement. Alors, les employés peuvent se demander, suis-je même nécessaire à cette opération? Alors, quelles sont les implications du changement de technologie avec l'avenir des différentes révolutions industrielles? Ben, avec l'industrie 2.0, pour continuer le même exemple du machiniste, le machiniste faisait tout. Il chargeait la machine, il l'allume, il conçoit sa méthode de travail, sa réduction de pièces, sa stratégie pour arriver au produit final, et il prend mesure de la situation à l'aide d'outils visuels, d'outils comme un micromètre et de ses sens pour réussir à arriver à un produit fini qui est le plus possible identique au produit désiré. On se fie sur lui pour faire le contrôle de la qualité et finalement de décharger la pièce et de répéter le processus pour la prochaine pièce. Ça veut dire que le machiniste est un travailleur de compétences élevées. Dans l'industrie 3.0, on parle de commandes numériques et de développement de programmes numériques pour contrôler l'équipement. Alors, ça demande un programmeur qui développe le programme numérique avec les instructions de découpe, les instructions d'avance, de fluide de coupe, les paramètres de découpe. Ensuite, on parle qu'un machiniste télécharge le programme, charge la machine, surveille le processus, décharge la machine et répète le processus, tout en faisant le contrôle de qualité pour s'assurer que la pièce finale correspond bien aux attentes. Dans ce cas-ci, on a passé d'un travailleur qui faisait tout dans l'industrie 2.0 à deux travailleurs qui font le travail dans l'industrie 3.0. Encore une fois, le programmeur qui a une compétence élevée et un machiniste qui a un niveau de compétence moins que ce qui était nécessaire dans le cas de l'industrie 2.0. On a remplacé un travailleur par deux travailleurs qui sont plus efficaces étant donné la nature rapide de la découpe assistée par ordinateur. On voit le même phénomène se produire avec l'industrie 4.0. Maintenant, c'est un programme d'intelligence artificielle qui développe le programme, qui choisit les paramètres de coupe, qui choisit les débits d'avance. Un robot peut maintenant charger et décharger les équipements. Les capteurs surveillent le processus et les algorithmes d'intelligence regardent pour s'assurer que la numérisation du modèle qui est en train de se faire découper correspond aux attentes aux différents points dans le temps. Et l'opérateur est seulement là en cas de bris ou d'anomalie pour s'assurer de peser le bouton d'urgence si jamais la situation y arrive. Alors, on passe à deux travailleurs qui ont un niveau de compétences différent. Le développeur d'intelligence artificielle qui a maintenant une compétence élevée et un technicien qui a besoin de beaucoup moins de compétences que le machiniste avait besoin en industrie 3.0. Alors, vous pouvez voir que ça change la quantité de travailleurs et leur spécialisation de tâches qui demandent de nouvelles compétences et de nouvelles façons de faire. C'est ce que dit Helfer dans son sondage de l'Union européenne fait pour le Industrial Global Union, où il constate que présentement, il y a un certain niveau de travailleurs avec un faible niveau de compétences, mais une majorité de travailleurs avec un niveau de compétences moyen, ainsi qu'une bonne quantité de travailleurs avec de grandes compétences, étant donné qu'ils doivent travailler avec les modèles numériques, qu'ils doivent travailler avec la programmation, qu'ils doivent travailler dans des scénarios où la créativité humaine est requise. Plus les choses avancent, plus on se rend compte et plus la prédiction qu'Elfer a faite en 2017 se présente comme étant vraie. On a besoin de travailleurs qui ont moins de compétences, étant donné que les outils numériques peuvent effectuer
beaucoup de tâches de surveillance qui étaient auparavant réservées à l'humain. Donc, on a une quantité de travailleurs importante qui ont un bas niveau de compétences, de moins en moins de travailleurs qui ont un niveau de compétence moyenne, étant donné que la technologie prend leur place, et de plus en plus de travailleurs, une forte majorité, qui ont besoin d'un haut niveau de compétences pour faire la programmation de ces outils, pour faire le développement de ces outils et pour faire des tâches à forte valeur ajoutée qui demandent de la créativité dont on a discuté plus tôt. L'idée ici est de trouver des façons d'intégrer les gens qui ont de faibles niveaux de compétences, être capable de former les gens qui ont présentement un moyen niveau de compétences pour les transitionner vers ce haut niveau de compétences sera de plus en plus requise. Il y a 2 exemples qu'on peut utiliser pour commencer la conversation, que ce soit pour l'usine ou que ce soit pour le bureau, mais dans les 2 cas, chacun peut se poser des questions. L'exemple numéro 1 est Dan. C'est un opérateur d'usine depuis des années. Il vient travailler à l'heure. Il est là tous les jours. Il a un bon niveau de rendement qui est constant. Et avec l'évaluation des technologies, on voit que ce travail pourrait être un candidat pour la robotique. Un robot remplacera les tâches que Dan fait. Alors, comment lui présenter l'information? Comment cette personne réagira à ce qu'on lui présente? Et quel est le plan directeur pour faire face à l'impact de l'industrie 4.0 sur les travailleurs d'usine? De la même façon, avec les technologies avancées, on peut maintenant regarder à des gens qui sont remplacés dans des tâches de planification, des tâches de bureau qui étaient traditionnellement réservées à des humains, car ça demandait une entrée de données et une conversion de données qui n'était pas possible avant les systèmes numériques d'aujourd'hui. Elle fait des tâches de planification au bureau depuis quelques années. Elle aussi vient travailler à l'heure. Elle est là tous les jours. Elle a un niveau de rendement qui est constant et excellent. Et on se rend compte qu'il serait possible qu'un algorithme d'intelligence artificielle puisse faire le travail que Gale fait depuis des années. Dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle remplace la Gale. Comment lui présenter l'information? Comment est-ce que vous pensez que Gale réagira à cette déclaration ou à cette proposition? Et quel est le plan directeur de la firme pour faire face à l'impact de l'industrie 4.0 sur les personnes qui travaillent dans le bureau? L'autre question qui est importante, c'est, mais travailleurs d'usine, ça fait longtemps qu'on leur parle d'automatisation, qu'on parle que ça s'en vient, l'augmentation des capacités des travailleurs d'usine par la technologie. Mais les travailleurs de bureau, c'est assez neuf, c'est assez nouveau. On parle juste de l'intelligence artificielle depuis quelques années. Et déjà, on parle de remplacer des gens que ça fait des décennies qui font des tâches par des technologies que ça fait à peine quelques années qui font ces tâches. Alors, comment est-ce que la réaction peut être différente et comment est-ce que le plan directeur pour gérer le changement peut être différent entre un opérateur de bureau et un opérateur de ligne d'assemblage? Alors, quel est le schéma directeur des compétences que nous avons besoin? Quelles compétences avons-nous aujourd'hui et quelles compétences avons-nous besoin dans le futur? Y a-t-il une différence dans les attentes dans chacun des groupes démographiques? On ne peut pas traiter tous les gens de la même façon. On se rend compte peut-être que certaines générations sont plus ouvertes aux technologies que d'autres. Certaines générations sont plus intéressées à se faire former avec les nouvelles technologies et apprendre de nouvelles compétences. Et certains gens préféreraient avoir des emplois qui sont sécures, mais qui ne demandent moins de compétences que ce qui est présentement requis. Alors, il faut considérer pour chaque employé de savoir comment éduquer pour le rôle, comment atteindre les gens qui ont les compétences nécessaires pour effectuer le rôle, et ensuite, comment retenir les gens dans l'organisation afin de ne pas perdre les compétences que nous avons déjà. Alors, garder nos travailleurs qui ont le plus de connaissances pour une longue période, car c'est toujours moins coûteux pour nous de conserver les employés en poste que d'en former de nouveau et de prendre le temps nécessaire pour qu'ils comprennent notre réalité spécifique dans notre industrie et qu'ils bâtissent les compétences nécessaires pour notre industrie. Dans le développement des compétences et des plans de formation, il y a de grands défis. PricewaterhouseCoopers a interrogé plus de 2000 répondants dans 26 pays qui ont identifié le manque de culture numérique et de formation comme le défi le plus important à la transition vers la technologie numérique. Donc, certains croient que c'est les investissements, certains croient que c'est le manque de compétences, mais souvent, c'est le manque de culture numérique
et le manque de formation spécifique envers les différentes technologies ou les différentes capacités qui sont nécessaires à des technologies qui est le plus grand frein à l'adoption d'une culture numérique dans toute l'organisation. Ça crée une opportunité pour la transformation. Comme vous le savez, les contrats sont habituellement attribués sur beaucoup de critères, mais deux des plus importants sont les performances historiques de l'organisation et les capacités organisationnelles à livrer les contrats. Sans un effectif personnel qualifié, il est très difficile d'être compétitif. Alors, ce qu'il faut, c'est s'assurer que notre personnel est le plus hautement qualifié possible pour notre industrie et d'être capable de reconnaître quelles compétences et quelle combinaison de compétences nous aurons besoin demain pour être capable de développer le plan de formation qui sont nécessaires. On ne prêche pas l'idée qu'il faut seulement embaucher les doctorants et que la formation scolaire est le seul moyen d'obtenir les compétences qu'on discute. La réalité, c'est que les formations en milieu de travail, les formations continues et les séminaires sont des façons très simples et très efficaces d'amener les compétences spécifiques que vos employés ont besoin pour être capables d'adopter les technologies que vous avez besoin. Il faut alors créer des plans d'augmentation de compétences qui sont spécifiques au poste qu'on cherche à former, ainsi que des matrices d'augmentation de compétences qui sont spécifiques à chacune des technologies que l'on espère intégrer. La transformation est donc une question de talent, pas de technologie. Une évaluation intéressante du Harvard Business Review déclare que si on n'a pas le talent, on aura beaucoup de mal à mettre en œuvre une technologie transformatrice. Et qu'est-ce qu'il y a de pire réellement que d'avoir une machine qui nous a coupé les yeux de la tête et qui n'est pas utilisée, que personne ne sait comment la faire fonctionner, les gens ne savent pas comment la programmer et on n'a pas l'intérêt pour l'utilisation de cette technologie-là. Ou encore pire, de mettre pour encore quelque chose qui fonctionne très bien, mais qu'on a perdu les compétences pour l'utiliser, dû à une retraite, dû à un compétiteur qui engage nos meilleurs joueurs, nos gens qui ont les compétences clés qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il faut mettre l'individu au premier plan, mettre l'emphase sur les capacités d'apprentissage et les aptitudes générales, soit les soft skills qu'on appelle en anglais, qu'on comprenne que le changement est piloté du haut vers le bas. Il faut s'assurer qu'on puisse agir sur la production des données en transformant chacune de nos sources de données en information et en connaissances. Le but de ceci est de prendre des données et leur donner un contexte pour que les gens puissent savoir à quoi ces données servent. Ces données peuvent ensuite être transformées en connaissances en institutionnalisant les procédés pour transformer les données en informations et pour la mise en contexte de ces informations. Enfin, on dit dans le monde des startups, si vous ne pouvez pas échouer rapidement, assurez-vous de réussir lentement. On a plusieurs occasions pour planifier, on a plusieurs occasions pour mettre en œuvre, mais l'idée est de mettre en œuvre un plan excellent, pas nécessairement d'attendre d'avoir le plan parfait qui n'existe pas réellement. L'important ici, c'est d'essayer quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, de pivoter, mais de pivoter à l'aide d'un plan qui a été bien réfléchi. Alors, un des défis, c'est de savoir où se dirige notre entreprise. Avant d'aborder quelles compétences sont requises, il faut savoir où se dirige notre entreprise. Précisément, la technologie que nous utilisons aujourd'hui va-t-elle évoluer vers une nouvelle plateforme technologique? Et qu'est-ce que cette nouvelle plateforme technologique-là va demander en termes de compétences? Cet exercice, cette idée de comprendre qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui et d'essayer de visualiser comment ceci va évoluer demain est essentiel, car il nous permet de planifier et de prendre avantage de la planification que d'autres ont faite pour diverses catégories de compétences. Il faut aussi savoir diriger la réaction du personnel. Tout le monde doit comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour eux. What's in it for me? C'est la question naturelle à se poser et c'est la réaction naturelle à avoir. Se demander pourquoi on utiliserait la technologie et, dans beaucoup de cas, la réponse à donner est que ce sera une simplification du travail. Le travail sera moins exigeant. On parle de la réduction du mouvement répétitif, d'une augmentation de l'ergonomie au travail et d'un allègement de la tâche pour les travailleurs d'usine. Pour les gens de bureau,
On parle de réduction des tâches qui sont liées à leur fil de données, qui sont répétitives, qui sont sujettes à l'erreur. Ce qu'on veut, c'est réduire le nombre d'emplois exigeants et d'augmenter le nombre d'emplois flexibles, des emplois de réaction et des emplois de résolution de problèmes pour qu'on puisse tirer le meilleur avantage de la valeur ajoutée des humains. Il faut alors créer un programme de formation complet pour augmenter les compétences, ainsi qu'un programme de recyclage pour aider les gens à se préparer à d'autres tâches pour remplacer celles qui seront déclassées vers des outils d'automatisation. Pour engager votre personnel, considérez les points suivants. C'est d'impliquer le personnel de l'usine et du bureau lorsqu'on fait notre cartographie de la chaîne de valeur. C'est d'impliquer le personnel de l'usine et du bureau lorsqu'on étudie les principes de l'industrie 4.0 et lorsqu'on évalue les technologies à l'interne. En bout de ligne, ce qu'on parle, c'est d'engager et d'impliquer notre personnel au maximum pour être capable de tirer profit de leur compréhension spécifique de leur travail, d'être capable de mieux gérer les technologies et mieux gérer le changement, et d'être capable d'avoir tout le monde qui rame dans la même direction. Une mise en garde importante qu'on peut leur donner et qu'on devrait respecter serait que personne ne devrait perdre son emploi s'il découvre des pertes ou en aidant à rationaliser un processus ou à automatiser ce processus. Au lieu que les gens aient peur de l'automatisation, qu'ils aient peur de la technologie, cette promesse qu'on peut leur faire que personne ne perdra son emploi grâce à cette nationalisation va fortement inciter les gens à se concentrer sur l'opportunité positive qui est l'allègement des tâches qu'ils trouvent probablement déplaisantes. Alors, quelles sont les opportunités de transformation que vous avez découvertes? J'espère que la vidéo vous aura été instructive. Merci et bonne journée.